Donc, bonjour à cette conférence aujourd'hui organisée par l'Université Saint-Paul, qu'on remercie l'École d'études de conflits. Cette conférence s'intitule donc COVID-19 et personnes âgées, la faillite de l'État au Québec et ailleurs. Donc, je me nomme Julien Simard, postdoctorant à l'École de travail social de McGill. Je possède une maîtrise en anthropologie où j'ai travaillé sur la fin de vie dans une maison de soins palliatifs, donc les normes et les valeurs, surtout de l'équipe soignante. J'enseigne d'ailleurs toujours à l'Université de Montréal dans le certificat de gérontologie, un cours intitulé Fin de vie et approche palliative. Au doctorat, je suis allé donc à l'INRS en études urbaines pour travailler un peu plus sur la question de la gentrification, du logement et du vieillissement. Donc, je reste dans le thème du vieillissement, mais un peu plus sur les enjeux urbains. Et puis là, au postdoctorat, je travaille encore sur le logement, mais auprès des personnes âgées, immigrantes et ou racialisées. Donc aujourd'hui, on va vraiment traiter de cette faillite de l'État pour prendre soin des personnes vieillissantes au Québec et ailleurs. On va voir que la situation s'est reproduite dans d'autres pays dits occidentaux. Mais on va surtout essayer de creuser les implications donc anthropologiques autour de cette gestion-là de la mort, de la surmortalité, de la fin de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences ça peut avoir et qu'est-ce que ça dit sur nos sociétés? On va commencer par un portrait rapide de la situation, donc autour de la surmortalité des personnes vieillissantes. On sait que c'est une réalité, c'est dans les médias chaque jour, mais juste pour qu'on se remette tout le monde sur la même page. En deuxième lieu, on va parler de ce que j'appelle le fragile consensus autour de la question de la dignité. Vous allez voir ce dont il est question un petit peu plus loin. Troisièmement, quelques réflexions autour du soin aux personnes vieillissantes et la notion de crise future, hein, ce que notre futur nous réserve au 21e siècle. Donc, ce n'est pas la dernière, ce n'est pas la première. Et on va terminer le tout par une discussion. Je vous encourage à converser ici dans la conversation sur Zoom si vous le désirez. Et puis à la fin, on prendra peut-être quelques interventions. Oh, excusez-moi. Donc, commençons par le vif du sujet. Il n'y aura pas beaucoup de statistiques aujourd'hui, mais celle-là de l'INSP qui est assez parlante. Donc, c'est en date du 23 février 2021. On voit ici donc que la très, très grande majorité des décès liés à la COVID-19 au Québec sont le fait de personnes de 60 ans et plus. Donc, une surmortalité évidente des personnes vieillissantes. Il y a plusieurs raisons à ça, évidemment. Heu, la première étant, bien entendu, certaines comorbidités, le fait que les personnes vieillissantes soient plus donc, à risque de mourir de la COVID et de l'influenza d'ailleurs. Mais il y a aussi d'autres raisons sociales, politiques qui expliquent cela, ce dont on va parler un petit peu plus loin. Vous voyez ici, c'est Le Devoir, donc en date, du, 22 février. Hem Très intéressant ici excusez-moi, 24 février, à constater, OK? Au Québec, on sait que, 3 seulement des personnes, vieillissantes, donc des personnes âgées de 65 ans et plus, sont en CHSLD, hein. C'est des institutions de soins longue durée qui demandent, au moins 3,5 heures de soins par jour, pour une personne pour, bon, comme on dit, coter pour pouvoir entrer dans l'institution. Mais on a constaté près de 5 600 décès en CHSLD. Donc, on le sait, on l'a vu, surtout dans la première vague de la pandémie, à quel point ils ont été touchés. Les résidences privées ne sont pas en reste, hein, avec 2 146 décès. Et comme Le Devoir nous l'apprenait récemment, donc, les décès à domicile dans cette deuxième vague sont beaucoup plus importants. Donc, vous voyez l'importance ici de vacciner aussi à domicile pour pouvoir éviter les problèmes qu'on a connus dans la première vague. Donc, je continue, c'est la fin des statistiques. Vous voyez ici évidemment que il y a beaucoup de situations similaires qui ont été notées aux États-Unis, notamment. Ici, ça date du 9 juillet. Donc, plusieurs centaines de hospice centers, c'est, disons, des centres de soins de fin de vie aux États-Unis, get failing grade, c'est-à-dire qui ne remportent pas la note nécessaire pour opérer selon les normes de santé en vigueur, hein, qui changent beaucoup aux États-Unis, on s'entend au niveau fédéral et étatique. New York Mag, 9 juillet, encore une fois, personne ne devrait être surpris que l'Amérique ait abandonné les personnes vieillissantes à mourir. Vous voyez, c'est assez éloquent encore une fois. En France, la situation est similaire. Sacrifier, abandonner, stigmatiser le drame des personnes âgées en France. Donc, c'est le courrier international ici.
politique qu'on va examiner plus avant dans cette présentation-là. Bon, j'espère encore qu'on ne se fera pas pirater. Une autre intersection qui est intéressante, quand on parlait de l'âge, on peut parler évidemment de l'appartenance ethnoculturelle, d'appartenir ou non à une communauté minorisée ou opprimée historiquement, comme les personnes autochtones le sont aux États-Unis. Les Navajos au Nouveau-Mexique se sont fait frapper de plein fouet par la COVID-19. Donc, tout le monde n'est pas égal, et ça, plusieurs l'ont répété, je ne vous apprends rien, mais même dans les personnes âgées, même dans le groupe extrêmement hétérogène des personnes âgées de 65 ans et plus, que seul un facteur d'âge relie au final, 65 ans et plus, il y a 1000 intersections, 1000 hétérogénéités qu'il faut essayer de penser et de comprendre. Quelles sont ces causes-là? Ça va être le moment de la conférence où je vais peut-être le plus comment dire, m'attarder à ce qui s'est passé au niveau un petit peu plus micro là, dans les institutions. Qu'est-ce qui a fait que les personnes, cette surmortalité-là des personnes âgées dans les RPA et les CHSLD? Donc, on peut nommer plein de facteurs. Évidemment, on pourrait passer 1 heure sur chacun de ces facteurs-là. Je vais en faire une petite liste ici pour qu'on se remette dans le bain tout le monde ensemble. Il y a évidemment la sous-utilisation des tests rapides, dont plusieurs millions dorment encore dans les entrepôts donnés par Ottawa. Il y a le déplacement de personnel entre établissements qui n'a toujours pas été réglé dans certains pays d'Europe, notamment en France. Il y a eu certains EHPAD qui ont décidé de sceller leurs portes au début de la pandémie et ça l'a sauvé évidemment plusieurs vies, mais dans un contexte de manque de personnel comme au Québec, c'est carrément impossible d'éviter le transfert de personnel entre établissements parce que notre système n'est pas assez résilient pour cela. Les normes implantées par la CNSST ou les équivalents dans d'autres États, d'autres pays, sont insuffisantes pour prendre en compte la transmission par aérosol, donc le facteur principal de transmission du virus. C'est sûr que si on met des normes où tout le monde doit se laver les mains constamment, mais que la question des aérosols n'est pas prise en compte, on va nécessairement assister à des éclosions de la plus grande transmission et donc ultimement des décès. La transmission communautaire élevée se reflète donc dans les institutions, que ce soit l'école, le CHSLD, la RPA, via le personnel et vice-versa. C'est comme des vases communicants selon les cas. Les tests rapides auraient pu justement essayer de casser cette transmission-là via les institutions, sauf que malheureusement, ils prennent la poussière. Évidemment, tout le monde parle et tout le monde connaît le problème au Québec du sous-financement et du manque de personnel. Là. On en parlait avec le transfert entre établissements. Ce n'est pas nouveau pour personne, mais c'est évidemment un facteur très important dans la surmortalité des personnes vieillissantes. Le manque de matériel de protection et de médicaments. Et là, je pense notamment aux antalgiques, aux médicaments opiacés qui forment normalement l'arsenal des soins palliatifs, mais qui ont probablement manqué sur plusieurs unités hospitalières pendant la pandémie. Et évidemment, le manque de soins à domicile, cette première ligne trouée qu'on dénonce depuis quelques décennies et qui a eu un impact premièrement sur la surreprésentation des personnes vieillissantes dans les résidences privées pour aînés et deuxièmement, dans les soins qui sont possibles d'obtenir à domicile. On a vu quand même, là, il y a une grande proportion de gens qui sont morts à domicile. Continuons. Là, vous avez ici un petit extrait de journal du 8 novembre, une éclosion au CHSLD Saint-Eusèbe à Joliette, 125 résidents et employés. Vous voyez, c'est catastrophique. Les autres conséquences collatérales, parce qu'il faut en parler, évidemment, il n'y a pas seulement les décès. Et là, on tend, puis moi-même le premier, à peut-être mettre trop d'attention sur les décès parce qu'évidemment, c'est catastrophique, c'est impossible à penser. Sauf qu'il y a eu des conséquences avec cette pandémie-là sur la population âgée. Et là, encore une fois, en fonction de toutes les intersections que j'ai nommées plus tôt, ça se distribue différemment. Donc, la première étant l'assignation à domicile. Puis ça, on le vit tout le monde, sauf que quand déjà il y avait un problème dans la population vieillissante d'isolement à la maison, de manque de mobilité, de manque de participation sociale, de manque de vieillissement dit actif. Ce sont tous des buts des politiques publiques au Québec. Pourquoi il y a des buts de ces politiques-là? C'est parce qu'il y a à la base des problèmes.
Euh, Plusieurs ont parlé aussi des effets d'infantilisation, d'agisme, là, les résidences privées pour aînés qui sont régies par le Code civil, où finalement les gens louent un appartement, hein, qui se sont fait fermer, donc comme si c'était une institution fermée, telle qu'un, je ne sais pas quoi, un asile ou un hôpital. C'est donc, plusieurs personnes l'ont vécu comme une infantilisation, de se faire brimer dans leur liberté de mouvement contre leur gré. L'agisme, évidemment, est partout, a été révélé par la pandémie. On en discutait à la radio dans les derniers jours. En fait, on en discute maintenant tout le temps. Comme si nos sujets de recherche, finalement, sur lesquels on travaillait, je parle, nous, les gérontologues sociaux, sont finalement, ont explosé en popularité. Donc, c'est très bien parce qu'on prend conscience collectivement d'enjeux majeurs dans notre société. L'atténuation des liens intergénérationnels, déjà, on est morcelé, on vit dans des sociétés qui sont basées sur la famille nucléaire et encore une fois, on en revient à l'isolement des personnes vieillissantes. En 2018, au UK, en Grande-Bretagne, on a créé un ministère pour lutter contre l'isolement. Donc, vous voyez l'importance du problème dans les sociétés occidentales capitalistes. Le délestage, évidemment, va avoir des conséquences sur l'augmentation des maladies chroniques, notamment les cancers non traités, dans les prochaines années. L'objectivation finalement des corps âgés qui résulte pour moi de cette surmortalité-là, et ça, ça se produit dans la plupart des catastrophes. Donc, quand les histoires individuelles finissent par être effacées derrière les chiffres, vous comprenez, c'est que là, ça devient compliqué de faire un deuil individuel et collectif. On va revenir plus tard là-dessus. Mais ça nous renvoie au problème de comment redonner justement cette dignité-là à toutes ces personnes qui sont mortes en même temps. Vous voyez, 125 éclosions dans un CHSLD, c'est beaucoup. Tout le monde n'a pas le temps, les employés, les travailleurs, travailleuses n'ont pas le temps nécessairement de donner toute leur attention requise aux personnes mourantes. Et puis là, ici, je mets une mise en garde qui va être juste pour tout le reste de la conférence, c'est que je reconnais le travail des gens sur le terrain. Moi, j'enseigne à des infirmières qui travaillent notamment à temps plein. Et donc, je suis toujours en dialogue avec les travailleurs, travailleuses de la santé qui sont aux premières loges du soin. Donc, là, ici, aujourd'hui, on parle davantage des conditions structurelles, OK, de la gestion de l'état des soins de santé et des rapports à la fin de vie et à la mort qui en découlent. Mais je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui, jour après jour, vont prendre soin des gens dans des conditions matérielles extrêmement difficiles et humaines. Et d'ailleurs, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la souffrance soignante en soins palliatifs, qui était déjà un problème. Euh, et évidemment, on peut constater que dans la COVID-19, la souffrance soignante chez les travailleurs, travailleuses a explosé carrément. Maintenant, continuons. On ne se fait pas encore déranger, c'est bien. La question qui me taraude et qui taraude plusieurs d'entre vous, je l'imagine depuis le début de cette pandémie, c'est pourquoi l'État, au Québec et ailleurs, n'a pas tout fait en son pouvoir pour éviter la surmortalité et les conséquences délétères de la pandémie au sein de la population âgée et des autres groupes sociaux les plus exposés au SARS-CoV-2. Donc, on a bâti collectivement une capacité à comprendre aussi avec des épidémiologistes, des chercheurs, des gens qui ont fait beaucoup d'interventions dans les médias, quelles étaient les réponses appropriées à une pandémie. On a vu certains pays agir très rapidement, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon. Comprendre la transmission aérosol, pourquoi au Québec, et on pourrait mettre là-dedans la Grande-Bretagne, on pourrait mettre certains États américains, on pourrait mettre en partie l'Ontario. L'Ontario se travaille un petit peu mieux qu'au Québec. Pourquoi l'État ne fait pas tout en son moyen pour éviter cette surmortalité-là? C'est cette question-là que je veux prendre et c'est comme prendre le problème à l'envers, mais à partir finalement de réflexions qui étaient déjà présentes au 19e siècle chez Marx et Engels notamment, autour de la notion de meurtre social. Et là, je remercie Dalian Amian, ici ma collègue, pour avoir ramené cette idée-là dans un article au printemps dernier. C'est donc dire que l'État, en ne faisant pas, en ne mettant pas des conditions sanitaires suffisantes, en ne travaillant pas assez sur la question des infrastructures et de l'organisation matérielle de la société, permet un certain meurtre social. Vous voyez? Et puis là, on se remet à Manchester au 19e siècle, on se remet dans la pollution, on se remet dans la Tamise complètement polluée, on se remet à Londres sans aqueduc, et on peut évidemment comprendre cette notion-là de meurtre social.
comme cela, qui revient encore en force en ce moment, selon moi. Donc, ça nous revient à cette question-là. L'État est ici, l'État est là, l'État tente de dire constamment que cette pandémie n'était pas prévue, qu'il n'était pas préparé, qu'il ne l'a pas vu venir, qu'elle l'a pris de court. C'est le même discours que l'État du Texas nous a livré la semaine dernière quand il y a eu la tempête de neige. Donc, son système électrique n'était pas préparé à cela. On peut se poser des questions pourquoi. La question que je veux poser ici, c'est plutôt que de répondre directement à cette question-là, qui est une question immense et que certains collègues vont pouvoir gérer mieux que moi, notamment à l'IRIS, c'est davantage qu'est-ce que ça révèle sur nos rapports à la fin de vie, au vieillissement et à la mort. OK? Vous voyez où je veux en venir. Maintenant, laissez-moi retrouver mes notes. Donc, il y a un problème dans nos sociétés occidentales, dans nos sociétés capitalistes dites avancées. Je ne sais pas pourquoi on utilise le terme avancé en sociologie. C'est purement chronologique parce qu'on n'est pas nécessairement avancé au plan civilisationnel, évidemment. Il faut parler de nos rapports historiques à la mort ici pour bien saisir où je veux en venir. OK? Ici, je veux parler du fragile consensus de la dignité et vous allez voir pourquoi. Premièrement, il faut se ramener au problème inhérent au capitalisme. Okay? Le capitalisme, vous le savez, celles et ceux qui s'intéressent à cela, que le capitalisme comme mode de production, comme système social, a un immense problème avec la finitude. Il n'est pas capable de voir la finitude des ressources naturelles sur la Terre, mais il n'est pas capable non plus de saisir la finitude des vies humaines. Donc, d'un côté, on a ce système qui voit les personnes vieillissantes, les personnes inactives, et puis là, on peut mettre plein de personnes dans cette catégorie, notamment celles avec des incapacités, dans le tiroir de l'inutile, dans l'inactif, dans le passif. Hein? Combien de fois on voit dans les médias des gens crier au danger de l'Armageddon gériatrique, au tsunami gris. Le vieillissement va avoir des conséquences incroyables sur notre système de santé. C'est une menace. Donc, c'est tous des termes et une symbolique qui nous fait considérer les personnes non actives, entre guillemets, au sens de l'État, c'est-à-dire actives sur le marché du travail, comme des problèmes à gérer, en fait. Des problèmes à gérer. La gestion du vieillissement. Juste ce terme-là nous en dit long, que même moi, j'utilise par mégarde parfois. Donc, comment le capitalisme a décidé de répondre à cette passivité-là au tournant des années 50-60 avec la création dans la Sunbelt aux États-Unis notamment de communautés de retraités? C'est par ce qu'il sait faire, capitaliser sur des marchés, ouvrir des nouveaux marchés, coloniser davantage la société et la vie humaine pour ouvrir des opportunités de profit. Donc, on le voit avec le marché de la résidence privée au Québec qui est immense, ces lobbies extrêmement puissants. On l'a vu avec les résidences intermédiaires, le CHSLD Héron notamment, ou à Charlevoix récemment. Donc, il y a cette recherche du profit qui se fait évidemment, la silver economy, comme on dit maintenant, sur le vieillissement de la population. Donc, on est dans un drôle de paradoxe, en fait, dans nos sociétés capitalistes avancées. Puis là, je dis ça en tant qu'anthropologue, parce que les sociétés humaines n'ont vraiment pas tous et toutes le même rapport au vieillissement, puis vous le savez aussi bien que moi. Donc, c'est assez particulier ce dans quoi on vit, puis il faut se le rappeler, que c'est vraiment pas ordinaire et que c'est vraiment pas habituel au plan historique ni au plan anthropologique. Donc, capitaliser sur des vies âgées, OK? Donc, d'un côté, elles sont passives, d'un côté, elles deviennent actives quand on capitalise. On part de ça comme rapport au vieillissement et à la fin de vie. On est mal parti pour gérer une pandémie, vous allez être d'accord avec moi. Donc, c'est ce qui a fait dire dès le début du 20e siècle à plusieurs auteurs qui ont vu notamment la Première Guerre mondiale se dérouler, des millions de morts, se sont dit, ah, bizarrement, le capitalisme fonctionne très bien avec les millions de morts produites par les guerres mondiales ou le colonialisme, etc., mais implante à la maison, en Occident, un tabou de la mort. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de discuter de la fin de vie.
Là, on assiste, vous allez voir un petit peu plus tard, dans quelques minutes, on assiste à un changement de paradigme autour de ça, mais pendant longtemps, au 20e siècle, notamment au début des années 60, c'était très difficile de connaître son pronostic si on était atteint du cancer. On ne devait pas le dire parce que c'était secret, c'était le silence, c'était la prérogative du médecin. Donc, dans toute cette modernité du 20e siècle, on assiste à la fois à qu'on pourrait dire une orgie de cadavres, là, à cause des guerres mondiales notamment, et un tabou de la mort dans l'intimité. Ce qui est un autre paradoxe, mais qui découle du problème de notre système avec la finitude, encore une fois. À partir de la fin des années 50-60, on voit avec le début du mouvement New Age, du mouvement hippie, du mouvement des sages-femmes, du féminisme notamment, et d'une certaine frange du soin infirmier, on voit naître cette volonté de réenchanter la mort, de se la réapproprier, OK? De la revivre et de la sortir de l'hôpital qui était un endroit, une institution totale au centre d'Irving Goffman, qui était un endroit où les subjectivités des gens n'étaient pas prises en compte, voire écrasées. Hein, on se souvient bon, les asiles chez Goffman, l'hôpital, toutes ces institutions modernes. De ça naît un mouvement en philosophie, pas juste en philosophie, mais sur le terrain, hein, surtout dans la création des soins palliatifs, où on veut rapatrier la mort, le mourir et le deuil dans les communautés à plus petite échelle. OK? De ça naît la première maison de soins palliatifs à Londres en 67, le St. Christopher's Hospice, mis de l'avant par Cicely Saunders, une médecin et pasteur anglaise. Et aux États-Unis et en Europe, on va voir aussi Elisabeth Kubler-Ross arriver avec bon, tous ses livres sur le deuil, les 5 étapes du deuil et tout. Donc, on assiste vraiment là, à un changement culturel qui correspond à la révolution culturelle des années 60 sur la question du mourir, à une volonté d'indépendance, une volonté de liberté, une volonté de choix sur son corps, sur sa vie, sur la fin de vie. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est le topo général sur le changement des attitudes socioculturelles par rapport à la fin de vie, à la mort. On voit aussi naître la volonté d'égaliser la relation thérapeutique, hein, le patient-partenaire. Donc, le choix, là maintenant, on a des directives anticipées, on a l'aide médicale à mourir, mais tout ça n'est pas né en claquant des doigts. C'est 40 ans de travail de gens incroyables qui n'ont jamais lâché. Okay? Même si j'ai beaucoup de critiques à faire autant au mouvement des soins palliatifs que celui de l'euthanasie, il faut reconnaître qu'ils n'ont jamais lâché le morceau. Hein. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'il y avait une résonance dans la société et qui est peut-être liée évidemment aux attitudes socioculturelles de la cohorte des baby-boomers. Hein. Ici, il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui en ce moment s'en vont dans le vieillissement de plein pied. OK. Là, vous voyez où j'en suis. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre question qu'on se posait il y a quelques minutes? Les États occidentaux n'ont pas eu le choix. Okay? Puis ça, c'est vrai partout. C'est vrai en Belgique. En France, ça pousse de plus en plus pour ça. Au Royaume-Uni aussi. Évidemment, il y a les exemples de l'Oregon, de la Suisse, des Pays-Bas. Les États occidentaux, la plupart n'ont pas eu le choix, et ce n'est pas fini, de légiférer pour mieux encadrer la fin de vie et la mort, poussés par des changements culturels apportés par ces cohortes du baby-boom. Cette réappropriation de la mort des individus dans des communautés choisies est fondamentale et je pense que c'est une des valeurs cardinales de notre époque chez les individus, les personnes. Bon, dans une majorité peut-être, c'est pas vrai pour tout le monde évidemment. Ces changements s'inscrivent de toute manière parfaitement dans le libéralisme au sens classique. Hein. On veut choisir comment on vit, comment on meurt, etc. Et l'idéal est de faire concorder la mort sociale avec la mort biologique. Ça, c'est le but de notre système de santé actuel, ou du moins le but qu'il se donne officiellement, notamment à travers la législation, c'est de faire concorder la mort sociale et la biologique. Parce que qu'est-ce on a peur profondément de la mort isolée, de la mort seule, de la mort silencieuse, hein, qui était l'objet de l'objet de répulsion, hein, de cette mort des années du 20e siècle. Donc, l'idée de dignité a émergé comme ça. L'idée de dignité, c'est quoi? Finalement, c'est de faire concorder la mort sociale à la mort biologique. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Si on meurt avant d'avoir dit adieu, on va considérer cette mort-là comme une mauvaise mort, comme une mort précipitée. Si on meurt dans le silence et dans l'isolement,
alors que le corps n'en finit plus de mourir, on va considérer cette mort-là aussi comme une mauvaise mort. Et là, je vais venir un peu plus tard à qu'est-ce que c'est une bonne mort dans les cultures occidentales. Cette idée-là, donc, de dignité va émerger en force. Puis là, elle est très puissante, cette question de dignité. Et là, vous voyez où je veux en venir encore une fois. COVID, problème, la dignité dans la fin de vie n'a pas été respectée. Les 10 000 morts qui se sont produites, malgré tout le travail et le dévouement des travailleuses sur le terrain, en blouse, en masqué et tout, les ambulanciers, name it, j'inclus tout le monde là-dedans. Évidemment, les conditions matérielles n'étaient pas suffisantes pour offrir des morts dans la dignité, dans la plupart des cas. Donc, il y a un problème parce qu'on a d'un côté un mouvement socioculturel très puissant qui dit réapproprions-nous notre mort, réapproprions-nous notre fin de vie dans les conditions qu'on veut, faisons concorder mort sociale, mort biologique. Hein. L'euthanasie naît de ça un peu aussi. Hein. On déteste les morts, ces morts où est-ce qu'on viendrait qu'à perdre nos facultés, à peut être capable de dire adieu, justement. Mais au plan structurel, les États capitalistes néolibéraux en Occident n'ont pas abandonné leur déni de la finitude. Au contraire, on se dirige tout droit dans un mur climatique. Ni l'agisme, ni le capacitisme qui les sous-tendent à la base. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce projet de faire advenir des morts dans la dignité à large échelle est incompatible avec le capitalisme. Je vais revenir là-dessus encore une fois aussi. Et c'est un point majeur que j'essaie de travailler avec mes étudiants et étudiantes dans mon cours, c'est que, notamment autour de la souffrance soignante, beaucoup de travailleuses disent je veux offrir une bonne mort à mes patients, sauf que je n'ai pas les conditions pour le faire, je n'ai pas le temps de leur parler. Les soins palliatifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 31 maisons de soins palliatifs au Québec, qu'est-ce qui les distingue des autres endroits où on meurt? Hein? Au Québec, on meurt à 60-70% en temps normal en hôpital. C'est un ratio travailleurs-travailleuses patients très élevé, plusieurs heures de soins par jour, donc d'attention, de temps pour parler, des petites installations avec 10, 12 chambres, 15, 20 des fois. Donc, à petite échelle, vous voyez ce que je veux dire? Ça permet ce dialogue-là, cet accompagnement-là, cette relation thérapeutique-là. Donc, on s'enlignait là-dessus. Ça fait depuis notamment 2012, depuis cette commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, qu'on s'enligne là-dessus comme société et comme individus, comme collectivité. Excusez-moi. Sur cet idéal de bonne mort, qui n'est vraiment pas toujours réalisable et qu'on peut critiquer aussi, et je l'ai fait dans mes travaux, qu'est-ce que c'est la bonne mort? On vise une communication libre et ouverte entre le patient, les proches, l'équipe soignante. On respecte le patient, ses mémoires, sa valorisation de ses demandes de soins, mais aussi de ses désirs. Donc, on est vraiment dans une époque qui est visiblement assez centrée sur l'individu, mais pas que, hein, sur les communautés choisies. Les douleurs et les souffrances, on veut les contrôler à l'aide de médicaments dentalgiques puissants, hein, que ça fait 40 ans que les protocoles sont travaillés, donc c'est extrêmement efficace, notamment l'oxycontin, le dilodide, etc. Le dénouement des conflits relationnels, donc dans la parole, dans le verbal. Ce qu'on a voulu avec les soins palliatifs, c'est réenchanter la mort par la parole, donc la sortir du silence de l'hôpital moderne. On voudra même établir un deuil anticipé, je n'entrerai pas là-dedans parce qu'on n'a pas le temps. Là, j'en viens au cœur de la conférence. Est-on en train d'assister, comme certains l'ont dit, à une rupture anthropologique ou une continuité accélérée des dynamiques qui étaient déjà présentes dans nos sociétés avant? D'après moi, c'est un mélange entre les deux. Ainsi, c'est important de le dire, rencontre avec des proposés aux bénéficiaires défenseurs de la dignité des aînés. La dignité, ça reste un mot creux si elle n'est pas mise en action. C'est dans la pratique que les valeurs se mettent en action. Et c'est dans les gestes soignants que la dignité se crée, c'est dans les conditions de soins que la dignité se crée. Là, mourir à 4 dans une chambre, ce n'est pas digne. Désolé. Et c'est l'État qui est garant de cette partie-là, si on peut dire, OK, de la dignité. On le veut aussi, là, évidemment, des CHSLD désorganisés, des résidents morts de façon indigne. Je ne suis pas le seul à dire ça, la protectrice des citoyens le dit. Sauf qu'en anthropologie de la mort, on le disait déjà avant la pandémie, évidemment. À quel slide je suis rendu? OK. Donc, cette balance-là entre conditions matérielles de soins et de fin de vie, c'est là où la dignité se produit. Donc,
Maintenant, cet État néolibéral-là, en temps ordinaire et davantage en période de crise, n'a pas moyen de garantir des morts dignes pour tous et toutes. En temps normal, avant la COVID, les gens qui mouraient grâce à des soins palliatifs, c'était une proportion assez minime. On a dit dans la nouvelle loi sur les soins de fin de vie en 2014, oui, on va garantir à tous et à toutes des soins de fin de vie de leur choix, sauf que dans les réalités, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens sont transférés très, très tardivement, souvent, sauf ceux et celles qui ont la chance de se retrouver dans une unité de soins palliatifs ou dans une maison de soins palliatifs. Mais les places sont très limitées, hein. Donc, normalement, l'État n'a pas les moyens de garantir cette fin de vie digne. Donc, pourquoi en temps de pandémie, alors qu'on assistait à une surmortalité effarante, l'État aurait pu être capable de le faire? Donc, la réponse était non. Par contre, et là, on revient à notre question, pourquoi l'État n'a pas pris tous les moyens pour limiter la transmission de la COVID? Bien, la réponse, évidemment, bon, il y a une réponse simple et une réponse plus complexe. La réponse simple, évidemment, c'est que on vit dans le capitalisme. On a un gouvernement caquiste qui s'intéresse davantage à l'industrie qu'aux vies précaires, qu'aux vies humaines fragiles. Donc, les projets d'infrastructure, on l'a vu, hein, quel milieu était fermé en premier, quels milieux ont été ouverts le plus rapidement et quel milieu nourrissait le plus d'éclosions, hein, parce qu'on le sait, si une éclosion se déclare dans un milieu, elle va se rendre à domicile, elle va se rendre dans les communautés et elle va finir où, cette éclosion-là? Dans les institutions de soins longue durée, par les proches aidants, par les proches aidantes qui font de leur mieux et qu'on salue d'ailleurs, mais aussi par les travailleurs, travailleuses qui font de leur mieux, encore une fois d'ailleurs, qui ne sont pas, dont l'exposition COVID n'est pas suffisamment filtrée. Donc, si on ne gère pas ces éclosions-là à la base dans les milieux de travail et dans les infrastructures et dans la construction, elles vont finir en mort, c'est inévitable. Et on l'a vu, qu'est-ce qui est resté ouvert le plus longtemps et qu'est-ce qui reste encore ouvert? La construction, les usines d'abattage, etc. etc. Donc, en contexte de crise, et puis là, ben, c'est un peu pour rire dans ce contexte assez macabre, mais la production de croquettes de poulet était plus importante que ne sont les vies et les morts âgés. L'idée, c'est que si on est devant une société, là, on nous dit que ce n'est pas possible d'arrêter la production industrielle. Ah, OK. Pourtant, dans la dernière guerre mondiale, toute la production industrielle a été reconfigurée pour un seul but en très peu de temps. Donc, c'est visiblement possible. Euh, donc, on se fait constamment renvoyer au fait que certaines choses sont impossibles, mais si on le prend d'un plan anthropologique et historique, évidemment que tout est possible, évidemment qu'il y a des choix qui sont faits, évidemment que garder des usines Olimel où il y a beaucoup, beaucoup d'éclosions ouvertes est plus important pour l'État que de protéger les vies des personnes âgées. Parce que si les vies des personnes âgées avaient été si importantes, l'État aurait sorti le chéquier, aurait payé les travailleurs pour rester à la maison. Vous savez, on nous dit que c'est compliqué, mais au final, c'est simple, c'est une question de choix. Au final, le pire, c'est que leur gestion de la pandémie, en laissant certains trucs ouverts, en refermant, en ouvrant, coûte plus cher au plan financier que la stratégie zéro COVID de tout fermer, de tester, 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 tracer, tracer, tracer. Et là, on se retrouve avec des financements à la pièce à donner, des subventions qui vont coûter des milliards de dollars et bien plus que si l'État avait vraiment agi de façon effective et rapide. Et puis là, je vous amène à une question. Est-ce qu'on peut constater un gérontocide? Qu'est-ce qu'un gérontocide? C'est un terme qui est évidemment chargé. Et puis là, il est déjà midi 45, on va essayer d'accélérer un peu. Que j'ai défini comme le laisser mourir par choix, mais sans préméditation. Là. Il ne faut pas non plus tomber dans le complotisme et dire bon, la CAQ est en train de tuer tout le monde. C'est pas ça qui se passe. Mais on laisse mourir par choix. En mars, en avril, peut-être pas, évidemment. Mais même là, on peut se poser la question. Mais à partir d'avril 2020, on laisse mourir par choix. Mais sans préméditation, les personnes vieillissantes dans des conditions indignes. Et puis là, on peut retourner aussi historiquement pour essayer de comprendre les causes de ce problème-là, de cette surmortalité, en ayant nuit à la mise en place d'un filet social fort pour prendre en charge les personnes vieillissantes dans leur communauté. Vous voyez, j'utilise le mot charge. Malgré moi. Les gouvernements s'étant succédés dans les dernières décennies au Québec, sauf exception,
ont créé les conditions de la perte de contrôle actuelle qui s'apparente en définition à un gérontocide passif. Et puis là, on revient encore une fois à cette notion de meurtre social. Encore une fois, parce que l'État n'a pas pris toutes les mesures possibles pour éviter ces décès alors qu'il en avait les moyens. Ce n'est pas vrai que l'État n'a pas les moyens de fournir des tests rapides, il dorme dans des entrepôts. Donc, il y a matière à se poser des questions. Et puis là, je salue ici M. Régent Hébert qui parle d'agicide aussi. Donc, ces termes-là, ils sont forts, mais il faut, selon moi, les utiliser. Un autre aspect qu'on n'a pas encore mentionné, puis là, je m'en vais un peu plus sur la question du deuil et de la mémoire, c'est la question des rites funéraires. C'est une question que plusieurs penseuses se sont posées en Europe, c'est de dire, en période de crise, d'habitude, la première chose qui part dans nos activités, là, si on met à plat toutes les activités humaines qu'on fait, OK, là, on prend un pas de recul, là, on sort du capitalisme et de la nécessité évidemment, de maintenir une croissance économique. Et puis là, on se dit dans toutes les activités humaines qu'on fait là, en ce moment, hein, être à l'ordinateur, travailler en télétravail, continuer d'aller à l'école, continuer, etc. La première qui a pris le bord, c'est les rites funéraires. Donc, évidemment, parce que oui, il y a des enjeux de transmission et tout dans le fait que les gens doivent se réunir, etc. Sauf que c'est anthropologiquement extrêmement étrange dans notre espèce que la première chose qui parte et qu'on n'ait pas le temps ou même la possibilité logistique de faire, ce soit les rites funéraires parce que c'est ce qui fonde notre rapport au monde en tant qu'être humain. En tant qu'Homo sapiens sapiens, c'est même d'autres formes d'hominidés. Là, je ne vais pas tomber dans l'évolutionnisme, mais c'est que c'est extrêmement étrange quand on s'attarde à ça. En fait, dans toute crise, la première priorité devrait être l'établissement de rites funéraires satisfaisants pour les survivants, survivantes et pour la mémoire des ancêtres, la mémoire des gens qui sont décédés dans des conditions pas trop agréables et qu'on essaie de corriger un peu moralement ce problème. Et puis ça, on l'a vu dans la plupart des catastrophes, c'est rare, sauf certaines pandémies, justement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi dans une pandémie comme celle-ci, les rites funéraires sont les premiers à prendre le bord alors qu'ils devraient être les premiers à rester, me semble, pour faire du sens dans notre continuité au monde, dans le fait qu'il va y avoir d'autres pandémies, dans le fait qu'on va avoir d'autres problèmes, ne pas effectuer ces rites funéraires-là où, bon, il y a plusieurs initiatives et je les salue comme le foulard de la mémoire ici dans le sud-ouest. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Entre autres, le Salon de la mort fait des trucs sur Internet et je salue Poussadi ici. Il y a eu un travail de ritualisation qui a été effectué virtuellement. Sauf que, voilà, pourquoi c'est la chose qui part alors que ça serait la chose la plus importante à conserver? Je vous laisse réfléchir à ça. Entrons maintenant rapidement dans la question de la mémoire et du deuil collectif. Pour un dernier 5-10 minutes, là, on était ralenti un peu par les pirates. Donc, dans la question de la mémoire, évidemment, là, le gouvernement a annoncé le 11 mars une journée de deuil national. Et je salue les gens qui vont prendre l'initiative de souligner ça, puis qui vont faire des rites ou des événements. Sauf qu'il faut garder en tête que le gouvernement, comme d'autres gouvernements dans d'autres catastrophes où il y a eu de la surmortalité, va faire tout en son pouvoir pour renvoyer les causes de cette surmortalité-là à la nature, à l'imprévisible, à l'indéterminé, de dire oh, le virus nous a frappé, c'était terrible, alors qu'on savait depuis au moins décembre ou janvier là, que le virus allait s'en venir. Mais bon, on sait comment M. Arruda et d'autres ont minimisé le danger, n'ont pas mis en place les protocoles nécessaires avant que ça nous frappe. Ils vont aussi, malheureusement, faire comme si ces mal morts, ces mauvaises morts leur importaient pour ne pas agir en profondeur sur les causes. Donc, je crains un écran de fumée ici et ma lumière s'allume quand je vois l'État essayer de récupérer des processus de deuil collectif qui ont été créés par sa propre inaction. Donc, on a encore une fois un paradoxe ici. Surtout, ils ne vont jamais admettre que l'État n'était pas préparé, à moins d'être en commission d'enquête sous serment. Et puis, ça ne changera absolument rien sur ce qui s'est produit, évidemment.
Leur objectif, malheureusement, puis là, bon, c'est Legault, Arruda, etc., mais on pourrait mettre n'importe qui est placé dans cet État capitaliste néolibéral est obligé de fonctionner selon sa musique, évidemment. L'objectif de ces États-là, c'est pour ça que je me place au niveau de l'État dans l'analyse ici, c'est d'externaliser au maximum dans la population les coûts humains, sociaux, financiers, psychologiques, physiques, corporels et symboliques de la pandémie ou des catastrophes. C'est exactement ce que l'État du Texas a fait la semaine passée et c'est exactement ce que la ville de New York a fait durant l'ouragan Sandy. Et c'est exactement ce qu'a fait la ville de Chicago en 95 durant la vague de chaleur qui a tué des milliers de personnes âgées. C'est exactement ce qu'a fait la France en 2003 durant la vague de chaleur aussi. Donc, on voit vraiment ce que Naomi Klein appelle le disaster capitalism se mettre en place, mais c'est ça, sa conséquence sur la fin de vie, sur la gestion des populations vulnérables, notamment les personnes vieillissantes, c'est d'accepter un certain laisser mourir. Et il faut prendre acte de ça et s'en rendre compte parce que ça ne va pas arrêter. Là, je vous montre ici l'exemple du Texas pour parler. Donc, on récapitule, OK, avant de terminer. La COVID-19 a révélé l'état lamentable de notre système de santé. On le savait déjà, une infrastructure extrêmement ténue qui a été notamment mise à sac par la dernière réforme Barrette. On va se dire les choses comme elles le sont. Deuxièmement, l'État ici ailleurs n'a pas tout fait en son pouvoir pour limiter les éclosions et donc les effets délétères sur la population âgée. Il aurait pu, évidemment, au lieu de nous mettre des couvre-feux et limiter les libertés individuelles, il aurait pu reconfigurer la production euh, et augmenter les salaires des travailleurs sur la santé, etc. Ce qui était nettement insuffisant, ce qu'ils ont donné. L'État est donc prêt à sacrifier les populations les plus vulnérables, malgré qu'ils disent le contraire. Ça, évidemment, ça remonte même à Giorgio Agamben et son livre Homo Sacer. Et je ne suis pas le seul à dire ça, évidemment. Je n'arrive pas out of the blue avec ces analyses. Le consensus, l'équilibre entre les conditions matérielles de soins défaillantes déjà dans notre système de santé et la recherche de la dignité qui est très, très immanente donc à notre culture, à notre époque, hein, chez vous, chez moi, chez nos parents, chez nos cousins, vient clasher. Donc, il y a un problème entre les conditions matérielles de délivrance, pour prendre le terme anglais, de ces soins-là et la possibilité même de faire advenir la dignité sur le terrain. Dans le contexte étatique, la seule solution, évidemment, pour établir, c'est ce que plusieurs personnes disent constamment, et l'AREC notamment, l'AQDR, que je salue aussi, la seule solution pour rétablir cette situation, ce problème, serait un réinvestissement massif dans les soins de santé, mais aussi une meilleure allocation des ressources, une volonté réelle de remettre sur pied une première ligne très forte et résiliente, création de fermes à Québec. Donc, un programme au moins social-démocrate, sinon socialiste. Sauf que vraisemblablement, on n'est pas nécessairement dans la conjecture où, à moins qu'il y ait des mobilisations importantes, très, très importantes, mais là, on a une CAQ qui est à 80 de taux d'acceptation, de taux de satisfaction et qui joue sur un programme d'austérité et qui a géré la pandémie comme il gérait un budget en austérité. On s'entend que c'est ça qu'ils ont fait. Cette situation est donc appelée à se reproduire. Les multiplications des ruptures à venir avec les changements climatiques, et le Texas est un bon exemple, sans parler des vagues de chaleur qui vont s'abattre sur l'Europe et l'Amérique du Nord, on va assister à une augmentation de ces événements-là de gérontocide passif, de ces moments où il va falloir laisser mourir les personnes vieillissantes parce que l'État ne fera pas tout en son pouvoir pour les protéger. Nos infrastructures sont très, très, très fragiles, sauf peut-être au Québec. Bon, l'infrastructure électrique, qui est peut-être une des meilleures en Amérique du Nord. On parle beaucoup de cela depuis le début de la pandémie, puis là, je vais finir sur un côté un petit peu plus d'espoir, mettons, mais il faut se dire, qu'est-ce qui se passerait dans notre quotidien, dans notre société, si on mettait la qualité de la vie vieille, du vieillissement, de la fin de vie, de la mort même, au cœur de nos priorités sociales. Il faut se rappeler que le soin aux mourants et aux morts fonde la société, hein, chez les humains, chez les humaines. Le lien intergénérationnel et la reproduction sociale. Ce n'est pas pour rien qu'on a de la misère à regarder le futur en face en ce moment parce qu'on a de la misère à voir comment la société même peut se reproduire.
parce qu'on a oublié aussi le contact avec nos ancêtres, avec nos morts. Donc, on est pris dans un présent éternel, puis il faut s'en sortir absolument parce qu'on ne sera pas capable de faire face aux défis qui nous attendent. Donc, c'est très macro comme réflexion, je vous l'accorde, mais nos rapports à la mort sont coupés dans un présent éternel et il faut régler ce problème. Je souligne l'importance de revenir aux idées radicales qui ont permis le développement des soins palliatifs, soit rapatrier le mourir, le soin et la mort dans les communautés et l'autogérer, évidemment. Ça pourrait faire naître des projets de société extrêmement intéressants à partir de cette première balise-là. Évidemment, ces projets-là sont en contradiction, vont devoir clasher, être en conflit. Puis là, on parle de conflit aujourd'hui avec le capitalisme et sa gestion de la santé, évidemment. Donc, on parle presque ici d'un projet révolutionnaire qui risque de toute manière de se réaliser dans l'action, dans l'adversité, parce que le jour où il y aura des catastrophes comme on a vu au Texas, il va falloir prendre soin des gens malgré la faillite de l'État. Donc, mon but ici, c'est de nous dire, commençons à penser à ce qui s'en vient. Je sais que c'est difficile, on a des réalités très dures à regarder, mais il faut, en tout cas moi personnellement, mes illusions ont été complètement balayées durant cette pandémie. L'État, s'il est géré du moins par la droite ou même par le centre, à moins d'être un État carrément socialiste, ne fera pas tout en son pouvoir pour régler les causes de la surmortalité. Ces causes-là qui peuvent être prévenues par la préparation, par des protocoles efficaces, par du financement efficace, etc. Donc, le problème qui nous guette, c'est le temps. C'est que ces conditions-là de surmortalité vont s'accélérer et vont s'intensifier dans les décennies à venir, notamment en ce qui a trait aux îlots de chaleur. Montréal étant dans certains secteurs une ville très dépourvue en arbres, il fera chaud dans les prochaines décennies, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on fera rendu là avec les personnes vieillissantes? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'État sera là ou est-ce que l'État ne sera pas là? Peut-être un mélange des deux, mais il va falloir compenser pour son absence. Donc, je vous laisse là-dessus. On peut prendre la discussion maintenant et je vous laisse avec Marguerite Blais qui affirme qu'elle sera imputable. Voilà. Oui. Je vais arrêter de partager. On ne vous entend pas, Madame Tessier. Bon, mon micro s'est refermé. Alors oui, avant de commencer la discussion avec les participants, on a une discutante, la professeure Monique Lannoy, que je vais présenter brièvement. Je remercie M. Simard. Et ensuite, pour la discussion, je pense que je vais le dire tout de suite, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, le conversez, et je vais les lire. Ou s'il y en avait trop, j'essaierai de les résumer puis de les regrouper par thème, mais pour le moment, on en a une seulement. Alors, d'abord, Monique, je vais présenter le professeur Lannoy. Monique Lannoy, elle est professeure agrégée à l'École d'éthique, justice sociale et services publics de l'Université Saint-Paul, aussi couramment appelée faculté de philosophie. Et ses recherches, elle a été aussi membre de plusieurs conseils de comités d'éthique de centres de soins prolongés à Montréal et à Ottawa. Et ses recherches récentes portent sur le travail des préposés aux bénéficiaires et aussi sur l'âge, et sur les rapports entre l'âge et le statut de citoyen. Alors, Monique, je te laisse la parole. Merci et merci beaucoup pour cette conférence. Mes préoccupations sont un peu différentes de celles de M. Simard, c'est-à-dire que je travaille les CHSLD ou la qualité de vie, ou enfin je réfléchis à ça, mais moins la fin de vie. Et donc, pour reprendre l'expression de Pat Armstrong, avec qui j'ai travaillé sur un projet de repenser les soins à long terme, Reimagining Long-Term Care. Pat Armstrong, qui est sociologue à York, disait « We have to think about putting life in years instead of adding years to life ». Donc, comment remettre, c'est ça, la vie
dans ces années de fin de vie, mais quand même qui sont des années de vie. Et là, justement, j'ai réfléchi lorsque M. Simard parlait, et vous l'avez noté aussi, que ce n'est pas nouveau qu'on remarque que les personnes vieillissantes sont souvent délaissées. Et la canicule en Europe en 2003, justement, la France était sous le choc parce qu'on avait découvert des personnes qui étaient décédées à la maison, délaissées. Et là, enfin, la France a recommencé à penser à des politiques et donc sur l'aide, l'accompagnement pour que les personnes puissent vivre à domicile. Mais qu'est-ce qui est notable, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que ces politiques-là, on réserve le terme de dépendance aux personnes de 65 ans et plus. Et donc, les personnes qui vivent en situation de handicap, on n'utilise pas le terme dépendance, même si elles ont besoin d'aide, ce qui est bien. Mais lorsqu'une personne atteint, donc à 64 ans, on n'est pas dépendant, mais à 65, on le devient. Alors là, déjà, on voit un terme qui est quand même assez négatif, qui s'ingère tranquillement dans le discours de politique et aussi le discours des médias. Et sur ça, j'aimerais souligner aussi ce que M. Legault a dit à plusieurs reprises durant la pandémie, c'est qu'il faut prendre soin de nos aînés. Et ça, il faut dire que ça m'a choquée. Donc, il faut prendre soin, une obligation. Donc, ce n'est pas un droit des personnes, de nos aînés. Prendre soin, qu'est-ce que ça veut dire pour M. Legault? Et là, je lance un peu ça ouvert. C'est certainement pas le cadre éthique du CARE de John Tronto, et on peut penser aux 4 phases du CARE, donc prendre soin d'eux. Je pense que ce n'est pas vraiment l'intention de M. Legault ici. Et l'autre terme aussi qui m'a dérangée, c'est de nos aînés, le possessif. Et donc, à mon idée, qui au fait marginalise encore plus les personnes vieillissantes et surtout les personnes en CHSLD. Mais ce que la pandémie a souligné, par exemple, quand même si c'était invisible avant, et ce l'est encore, c'est le rapport entre la communauté et les centres de soins de longue durée, qui sont encore là. Et là, on l'a vu par la transmission du virus. Alors, tant que moi, il faudrait quand même réfléchir encore à ce lien enfin, pour faire, au lieu de comprendre le lien comme quelque chose de problématique, donc soit que la transmission se fait du CHSLD aux communautés, comme on a vu à Montréal-Nord, ou que les travailleurs amènent le virus. Alors ici, on voit, je veux dire, un effet nocif de ce rapport communauté CHSLD, mais comment le repenser de façon positive? Et quelle est la solution? Comment peut-on, en fait, parce que les CHSLD, c'est quand même des endroits assez isolés. Habituellement, ils sont, je sais qu'à Montréal, il y en a qui sont au centre-ville, mais par exemple, celui que je connais le mieux, Grace Dark, est au bout de la rue Sainte-Catherine, vraiment isolé de tout. Alors, comment fait-on pour repenser que ces personnes en institution sont quand même, font partie de la société, si on leur connaît jusqu'à un certain point, et comment fait-on pour vraiment les réintégrer? Comment peut-on travailler ce lien? Et c'est justement ça faisait partie du projet auquel j'ai assisté, que certains centres en Europe
ont pensé à des moyens assez créatifs pour justement tenter d'intégrer et de faire que, justement, il n'y a pas vraiment un mur qui divise les CHSLD du reste de la communauté. Et enfin, je pense que je suis d'accord avec M. Simard qu'effectivement, lors de la fin de vie, ça a été particulièrement difficile, évidemment, avec la pandémie, mais aussi, on s'aperçoit qu'en CHSLD, on n'est pas préparé pour la fin de vie. Parfois, qu'est-ce qu'on va faire, c'est mettre la personne qui est mourante peut-être dans une autre chambre, si on en a une. Ou si c'est une chambre à 4, parce qu'il y en a quand même des chambres à 4, on ferme les rideaux. Alors, la pandémie a vraiment, je pense, mis de l'avant le fait que si justement le temps dans lequel habituellement une personne est en CHSLD pour environ 1 an et demi, pourquoi on n'est pas plus préparé? Qu'est-ce qui arrive? Hein? Et c'est justement parce qu'on délaisse ces personnes. Puis enfin, je vais finir avec un autre, c'est qu'en CHSLD, il y a des personnes en situation de handicap et tout le long de la pandémie, on n'en a jamais parlé dans les médias. Chaque fois qu'on en entendait parler, c'était quelqu'un qui avait un membre de famille ou une personne même en situation de handicap dans un CHSLD. Alors, qu'est-ce qui se passe là, ici? Et vraiment, on a besoin de repenser, justement, et l'État a sa part à faire. Alors, je termine sur ces mots. Merci beaucoup, Monique, pour ces réflexions. Je vais demander d'abord à Julien s'il veut réagir à l'intervention de Monique. Je vais attendre d'avoir d'autres. J'ai pris des notes, mais je vais les rassembler. D'accord. Alors, il y a une question ici. Oh, excusez, j'ai perdu mon. De M. Pinard. Attendez. Oups, non. Oups, excusez. Oh là là. Je veux juste pas le. Non, ce n'est pas là une question de M. Pinard, c'est une question de Yann Grenier qui est adressée à tout le monde. Et je vais la lire pour. Bon, comme vous le montrez, la pandémie a accéléré et intensifié les dynamiques propres aux biopolitiques d'ensemble qui sont caractérisées par une rationalisation des ressources dans les diverses instances publiques et au maintien de la productivité. Bon, alors, la question de la thanatopolitique, dans ce cas-ci, un laisser mourir, s'inscrit dans une inaction et un impensé. Je vais passer tout de suite à la question, c'est avez-vous une position là-dessus? Par exemple, quelle place offre cet utilitarisme à la dignité, à la considération pour la vie sociale des groupes minorisés en temps de crise? Commençons par celle-là. Et la deuxième, c'est sur les plans éthiques et politiques, devrait-on procéder à une révision des postulats et des principes organisateurs de la biopolitique et de son revers thanatopolitique? Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les questions qui ont été posées ici, puis ni rentrer trop dans la théorie foucaldienne et agamben. Sauf qu'il y a un point important ici dans ces commentaires-questions, c'est la question de l'utilitarisme. Et je pense que c'est un peu ce que je voulais mentionner en parlant du fragile équilibre entre la dignité et les conditions matérielles d'exercice des soins. Hein. Puis ça comprend le cadre bâti, les conditions de travail des travailleurs-travailleuses, la localisation des institutions, leur taille, etc. On a des gros problèmes avec ça. Puis là, un peu pour répondre à Monique, ben, c'est que selon moi, le modèle dans lequel on est, là, évidemment, de CHSLD, mais évidemment aussi de RPA, ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas dans l'avenir. Et ce que les gens veulent, en fait, sur le terrain, plus je parle à tout le monde, les personnes qui veulent ça, en fait, les seules personnes qui veulent ces modèles-là, c'est soit d'un côté le lobby de la résidence privée pour aînés, puis on sait pourquoi ils le veulent, et de l'autre, c'est l'État qui veut des institutions facilement managérables, mais même si elles le sont très mal, pour finalement, et c'est là un exemple de son utilitarisme, pour se faciliter la vie. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on veut? Là, je parle des gens ordinaires, vous, moi, tout le monde, là, de ce que j'entends depuis 10-12 ans à parler de ça presque chaque jour. Les gens veulent rapatrier
non seulement la mort, la fin de vie, là, c'est ça que j'ai traité, mais tout le reste, tout le rapport aux soins, ils veulent le rapatrier dans la communauté. Dans la communauté, à proximité, voire à domicile. Domicile, ce n'est pas une panacée non plus. Tout le monde parle, c'est super important d'augmenter le financement des soins à domicile et notamment sur le modèle, il y a des modèles très intéressants aux Pays-Bas, en Scandinavie, où on a vraiment des vrais soins à domicile, là, où il y a des infirmières, des médecins, plusieurs professionnels qui passent chez vous à chaque semaine, des installations financées, etc., une ergothérapie, bon, tout est pensé. Oui, c'est très important, mais ce n'est pas non plus la panacée parce que vieillir à domicile, quand on est en couple, on a un couple âgé et que l'un des deux commence à perdre beaucoup d'autonomie, notamment pour aller aux toilettes, etc., ça devient un enfer, les soins à domicile. Donc, il y a toujours des moments où il n'y a aucune solution qui est parfaite. Sauf que ce qu'on sait, c'est que la solution des CHSLD et des maisons des aînés que la CAQ veut construire, qui sont un peu une réplique du même, sauf construites par des architectes d'aujourd'hui, vont répliquer les mêmes problèmes qu'on a. Là. Coûts importants, manque de place, etc. Ça ne va pas régler tous les problèmes magiquement. Et ces bâtiments-là seront malheureusement très peu résilients devant des changements climatiques. J'en reviens à ça, parce que ça ne sert à rien de penser notre avenir sans penser ce qui s'en vient. Donc, on a besoin de petites installations à proximité dans les communautés. Le problème, c'est que les communautés sont fragmentées. Tout le monde vit de façon un peu éparpillée. On a encore une fois des communautés choisies, comme je l'ai dit plusieurs fois, sauf qu'il y a des dynamiques urbaines, par exemple. Là, moi, je travaille sur ça aussi, la gentrification à Montréal, qui fait que, encore une fois, ces communautés-là s'éclatent. Donc, on a un problème de spatialité lié à nos communautés et aux soins. Parce que, évidemment, l'idéal, dans un monde qu'on peut imaginer, mais il ne faut pas non plus se restreindre à l'imaginer. Parce que si on n'a pas d'imagination, on ne fera rien du tout. On va juste être à la traîne de ce que l'État veut faire. C'est finalement de considérer des petites installations gérées par les travailleurs-travailleuses au coin de la rue. Donc, imaginez si la vaccination, elle se faisait au coin de la rue dans des cliniques de santé, comme sur le modèle du CLSC de Pointe-Saint-Charles originel. Donc, que chaque quartier, par densité de population, ait différentes ressources de première ligne où les gens pourraient avoir leur vaccin, aller consulter pour un petit rhume, etc. Une vraie santé de première ligne. Pour avoir une vraie santé de première ligne, il faut une proximité physique, matérielle et urbaine. Et là, ça s'adapte aussi en région, évidemment. Donc, sans ça, c'est des discours creux, selon moi. Parce que moi, c'est ça. Mon souci dans la vie, c'est toujours de comparer les discours politiques avec la réalité empirique, anthropologique sur le terrain. Pour revenir à la question de l'utilitarisme avant de terminer, puis laisser la parole à d'autres, c'est que, évidemment, c'est ça. L'État au Québec, je pense qu'il était dans une espèce de calcul utilitaire qui fonctionnait. Okay? Il avait fait un calcul qui fonctionnait avec l'état, en guillemets, lamentable de notre système de santé, de nos soins palliatifs insuffisants, mais qui ont pourtant été promis en 2014, et la question de la dignité, qui est finalement, qui l'a créé, qui l'a fait advenir sur le terrain, c'est les travailleurs-travailleuses qui sont extrêmement dévoués à le faire, malgré des conditions difficiles. Sauf que là, quand tu enlèves toute l'infrastructure, tu enlèves toutes les conditions minimales d'organisation du soin, la dignité, c'est plate, mais elle est rendue encore plus difficile à atteindre. Donc, ce calcul utilitaire a été complètement rompu par la pandémie. Et dans le calcul utilitaire, qu'est-ce qui gagne? C'est toujours le calcul utilitaire. Donc, c'est une tautologie. Donc, c'est le coût-bénéfice, puis c'est les mesures d'austérité. C'est pas la qualité des soins, là. Voilà. Ben, je vous remercie pour ces interventions, mais je pense que ça s'est terminé, Anna, là, si ça se termine dans une minute. Ben, s'il y a une autre question, on peut. Non, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. On pourrait, s'il y en a qui veulent poser d'autres questions, on pourrait le faire. Sinon, je peux intervenir, mais je pensais qu'on avait une. Ben, oui, je pense que votre dernière, c'est un commentaire, puis peut-être que ça va appeler des remarques finales de Monique et de Julien. Mais je pense que oui, il y a la question de vous avez beaucoup insisté sur la question de la mort et de la population vieillissante. Mais la mort étant une réalité qui frappe
aussi à tout âge, et la maladie aussi. Mais je reviendrai sur votre dernière intervention qui parlait de la dignité. Et la dignité dans la vie, est-ce qu'elle ne serait pas garante de la dignité dans la mort? La façon dont les soins, est-ce qu'on peut parler de mort dans la dignité si on ne parle pas de vie dans la dignité? Et Exactement. je pense que les interventions nous amenaient peut-être sur ce terrain-là, qui est un terrain, en tout cas, qui est peut-être plus à notre portée de faire ce qui est possible dans nos milieux respectifs pour assurer à tous, à petite échelle, une vie dans la dignité, mais à plus grande échelle, à des représentations politiques qui insistent sur la dignité comme valeur fondamentale de ce qui nous rallie en tant qu'humains. Ouais. Alors, voilà. Et ben, pour faire du pouce là-dessus puis terminer, c'est ça, je me suis vraiment focalisé sur la mort et le soin pour une raison, pour la fin de vie, etc. Parce que et c'est ce que les sociétés humaines font d'habitude, en fait, quand on lit sur les groupes de chasseurs-cueilleurs notamment, on lit sur plein de petites sociétés villageoises, c'est les rites funéraires qui sont au cœur de l'organisation, notamment cosmologique, l'organisation temporelle, l'organisation matérielle et sociale. C'est que si notre valeur cardinale, c'est le bien-être et la dignité des personnes vieillissantes ou des personnes les plus vulnérables de notre société, et puis là, je rejoins Joanne Tronto sur la société du care là-dessus, ben, tout le monde va en profiter, en fait. Tout le monde va en profiter parce que dès lors, on a évidemment, cette question-là, la dignité dans la vie, c'est très important. Puis c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand il y a eu la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Ça serait important de vivre d'abord dans la dignité, mais là, on en revient encore une fois aux politiques, puis on en revient encore une fois au capitalisme. Puis selon moi, il n'y aura pas de dignité tant qu'on ne changera pas de système. De dignité réelle, on s'entend. Pas ponctuelle. Donc, il faut se préparer à ça, selon moi. C'est là que je veux vous amener. Ça pourrait partir un bon débat avec plusieurs étapes. Mais malheureusement, je pense que notre temps ça est vraiment terminé. Donc, j'en profite pour remercier Julien Simard pour sa conférence et sa présence, sa participation à cet événement, puis à Monique aussi. Et encore une fois, Anna pour l'avoir organisé et la faculté pour l'avoir bien, je dirais, soutenue. Merci à tout le monde. Et, La conférence va être enregistrée, disponible où? Oui, on va la mettre sur le site web du Centre de recherche sur le conflit, mais je vais dire que j'ai perdu la première partie parce que je crois que cette interruption, il y avait aussi un virus ou quelque chose sur le fichier. Alors, ça va être juste après que ça finit, mais tout ça, c'est enregistré. Merci. Merci, au revoir.